Le type de photo que je fais, c'est pas une photo de reportage, c'est pas une photo sociale, c'est une photo entre soi-même et les autres. C'est le tout seul ensemble. C'est-à-dire, va découvrir tout seul ton truc, va découvrir les autres, fort de ça, et la modestie d'aller voir aussi comment fonctionnent les autres. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Ce 49e épisode de L'Œil Écoute, intense et foisonnant, est consacré au photographe Jean Gomis, que Yannick Le Guillanton a rencontré à Fécamp, aux Pêcheries, là où son exposition océanique vient de s'achever, pour évoquer avec lui sa passion inconditionnelle pour les travailleurs de la mer et le monde maritime dans toutes ses dimensions. Définissant son statut de photographe comme observateur sur le terrain et passeur, en dehors de toute étiquette, en dehors même de celle du photojournalisme, mais surtout désireux d'assouvir son besoin de catalyser le feu brûlant de la curiosité qui le pousse aux quatre coins du monde, Jean Gomis rappelle la genèse de cet amour pour le monde maritime, territoire où il sait faire corps avec le grand tout, et évoque notamment la place des huis clos et des communautés dans sa pratique et le choix de ses sujets, hôpitaux, prisons, bateaux de pêche, sous-marins nucléaires, ainsi que le rôle essentiel de l'intuition et de la sincérité pour faire ce métier, qui consiste à aller vers les autres et à éprouver son imaginaire et sa présence à l'aune des rencontres que chaque photographe se doit de provoquer. Ainsi, c'est toute l'odeur d'une époque qui se dessine au fil de cet entretien, lequel ouvre un chemin dans le brouillard ambiant. Bonne écoute. Bonjour Jean Gomis. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui à Fécamp à l'occasion de l'exposition océanique où vous nous proposez un grand inventaire maritime sur plus d'un demi-siècle. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous faites partie de la prestigieuse agence Magnum. Dès le début de votre carrière, vous prenez à cœur des sujets qui feront date, comme votre travail sur les hôpitaux ou les prisons. Vous êtes un photographe d'expression documentaire, bien que vous ayez opéré un virage peut-être plus contemplatif ces dernières années. Vos photos ont fait l'objet de nombreux ouvrages, parmi lesquels le livre des tempêtes à bord de l'abbaye Chandre, au Seuil en 2001, et D'après nature, chez Xavier Barral en 2010, tous deux lauréats du prix Nadar. Un photopoche vous est également consacré, avec en couve une de vos célèbres photos prises en Iran. Vous avez également réalisé plusieurs films et parmi vos nombreuses activités, vous êtes aussi peintre de la marine et membre de l'Académie des Beaux-Arts. Alors après ce palmarès conséquent mais incomplet, pourriez-vous nous parler de la genèse de cette exposition qui a d'abord été présentée l'an dernier à Paris au Musée de la Marine ? Il y a quelques années, il fallait choisir un endroit pour déposer les photos, c'est-à-dire il y a 50 années, effectivement, ce qui est énorme, ça veut dire les négatifs, les planches contact, les papiers, etc. Et au même moment, la MPP, la mission du patrimoine photographique, s'intéressait activement aux photographes. Et dans la cible, il y avait Mapom, comme représentant un peu de Magnum, mais d'autres encore. Il y a eu Patrick Zachman ensuite, Raymond Depardon. On ne savait pas du tout ce que la MPP pouvait proposer, mais quand je vois l'activité, l'intelligence et les possibilités de caler nos affaires de façon claire, pérenne. C'est quasiment une des plus grandes collections d'Europe qu'ils ont là. C'est conservé au fort de Saint-Cyr, c'est ça ? Au fort de Saint-Cyr. Alors j'y suis allé, au détour des chemins, bien sûr, peut-être plus ou moins exprès, on voit des photos de Nadar, des choses très anciennes, des plaques de verre très anciennes que je connaissais, etc. Le côté patrimonial ? Le côté patrimonial, c'est énorme. Il y avait déjà, par exemple, Gilles Caron, qui était là, l'Artiga, une partie de son travail là, bien qu'il y ait une fondation. Enfin, des noms prestigieux, mais des noms aussi pas connus, mais toujours significatif de l'odeur d'une époque, ou de la vision d'une époque. Et c'est ça qui est important. C'est pas tant la personne qui y va, en ce qui me concerne. Je veux pas faire le modeste, mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, ça représentait un gars qui était avant le numérique, après le numérique, et qui a eu une espèce de parcours très significatif, comme une carotte dans la glace, quoi. Un extrait de ce que la culture occidentale, disons, produit en photographie. En images, en film, vos films sont déposés là-bas J'étais déjà déposé au CNC. Tous les films que j'ai faits sont là. Mais il y a des parties de films qui sont là. Et en plus, ils sont en train de se croiser, ce qui est vraiment intelligent. Et là, je veux dire, il y a une cohérence qui fait que quand je serai un peu moins immortel, comme je dis,
Je ne vais pas embêter la famille avec ça, c'est monstrueux. Je veux dire. Il y a une petite fureur, une petite anxiété qui se fait autour du... On ne peut pas laisser filer tout. Alors, puisque nous sommes à Fécamp et que dans cette exposition, il y a une série de photographies qui s'intitule Les Boucanes, j'aimerais que vous nous parliez de cette série. Vous l'avez réalisée au début des années 70, je crois en 72 pour les premières images. J'étais encore à la fac. Et les boucanes, vous allez nous dire déjà ce que c'est. Qu'est-ce qu'une boucane, hein, puisque c'est le titre aussi du film que vous réaliserez par la suite. Et puisqu'on est sous la présidence Pompidou, il y a un vent de modernité qui souffle sur la France. Est-ce que vous aviez une conscience aiguë d'un monde qui est en train de disparaître, qui vous a engagé à en conserver une trace, comme vous venez de nous le dire? Justement. Est-ce que déjà vous aviez cette conscience? Oui. Peut-être un peu moins forte que maintenant, parce que là, en ce moment, ça bouge, mais c'est hallucinant. Puis il y a eu une révolution technologique entre-temps. En plus, ça ajoute à ça, etc. Mais à l'époque, oui, non. D'abord, parce que j'étais à la fac. Je cherche un bateau, justement, à ce moment-là, et je suis à Paris-Normandie pour payer mes études. Je tombe sur le bateau qu'il me faut là, mais parce que j'avais lu Tintin, quoi. C'était l'Étoile mystérieuse, etc. Et par le biais de l'armement qui était là, l'armement Le Port, dans la rue Maupas, je tombe sur la Boucane. C'est une usine, ou plutôt un énorme atelier où on fume les poissons, comme on le faisait depuis des siècles et des siècles et des siècles, avant qu'il y ait les congélateurs et les réfrigérateurs pour conserver la nourriture et la protéine en particulier, ce qui permettait de les conserver 1, 2, 3 ans. N'empêche que le décorum, la chose qui était là et les méthodes de travail, avec du feu, de la fumée, de la cendre, pour moi c'était fabuleux. C'est un peu toute la chaîne, comme la chaîne qu'on a chez Renault, si je puis dire. C'est-à-dire que le poisson est déchargé, et puis il est pris en main par des femmes qui vont lever les filets, qui vont fumer le poisson et qui vont le conditionner pour qu'il soit envoyé. Exactement. Passer au feu dans la fumée et envoyer. C'est une vraie production artisanale. Ce sont des lieux particulièrement forts. C'est des machines à remonter le temps, ces machines. Alors c'est étrange parce que justement, vos photos, quand on les voit, il y a des noirs profonds, il y a ce caractère presque intemporel dans la façon dont les choses sont disposées, dont on voit les femmes répéter un geste aussi, certainement ancestral. Il y a très peu d'éléments de modernité. Il y a parfois une lumière, un néon ou une caisse en plastique dans laquelle elles mettent le poisson ou elles mettent les déchets de poisson, je sais pas. Mais mis à part ces éléments-là, on pourrait être... machine à remonter le temps. Au début du siècle, ou dans les années 30. On est même à la fin du 19e. Ou à la fin du 19e, Sauf que, arrivaient les premiers magnétoscopes. Oui, et d'ailleurs même, en fait, il y a un petit extrait de votre film qui est diffusé dans l'exposition, où l'on entend ces femmes chanter, comme ça pouvait se faire peut-être au 19e siècle. Alors, cette chanson, elle a toute une histoire que je n'ai pas résolue. Mais cette chanson, je la connaissais de bien avant. Quoi. Je l'avais enregistrée avec un petit magnétophone. Elle avait tout un répertoire. Et je me suis dit, celle-là, j'avais 16 ans quand tu m'as trouvé belle, la vache. Oui. Et elle hante un peu les gens, parce que même au musée à Paris, là, très récemment quand c'est passé, je me souviens que les gardiens, qui étaient là assis toute la journée, à la fin, ils la chantonnaient encore. Donc il y a cet effet peut-être répétitif qui agit aussi sur le monde du travail. Alors parmi vos première photo aussi que l'on voit dans l'exposition, il y a une photo que vous avez réalisée à l'aquarium de Coney Island, je crois, près de New York ou à New York. Cette photo, c'est évidemment un clin d'œil à vos premières émotions de spectateur. Est-ce que, plus largement, le cinéma, il a participé à la formation de votre regard? Ah, totalement, oui. Alors, expliquez-nous d'abord peut-être pourquoi ce beluga, il a aussi de l'importance pour vous, puisque... il arrive assez tôt dans l'exposition. On est dans une activité plus de loisir quand on voit cette image. Mais il y a autre chose derrière l'image. En fait, je pars à New York pour le meeting annuel de l'agence Magnum. J'emmène ma fille qui doit avoir 8 ans ou 9 ans. Assez généralement, quand je vais dans une ville, s'il y a un aquarium, j'y vais. Et puis, je vois ce beluga. Et avec Marie, on se dit... Marie, c'est votre fille, Marie, c'est ma fille, qui est présente sur la photo. Qui est présente sur la photo. Bref, on s'est placé dans l'aquarium d'une autre façon pour les voir mieux. Et ils venaient nous voir, très contents de voir que ça se passait autrement que d'habitude. Et j'ai fait une série de photos. Au même moment, il y avait le journal Libération
qui demandait, tiens, passez-nous des photographies de l'été, enfin de ce mois-ci que vous avez fait, et on en publiera. Donc ce pauvre beluga nous voit, il y a une photo, je rentre, et je découvre à ce moment le film Pour la suite du monde. Et je vois le film. Donc c'est un film ancien qui date des années 60 ou 60, je ne sais plus les dates exactement. Et par recoupement, on se dit, mais à cause d'un petit signe distinct, c'est le même poisson qui a été pêché. Ils peuvent vivre 70 ou 80 ans, ces poissons. Donc c'est un film qui avait été fait sur cette pêche au beluga. On voit pêcher dans le film. Et on voit ce beluga transporté depuis le Québec jusqu'à New York, jusqu'à l'aquarium de Coney Island. J'étais bleu, moi. Et donc vous l'avez retrouvé vous-même. Avec l'aide d'un réseau hyper bienveillant et tout aussi étonné que moi, en train de dire mince. Alors là, c'est anecdotique, mais et on parle d'un documentaire. Est-ce que le cinéma, il a participé à former votre regard? Et peut-être au-delà du cinéma, vous parliez de Tintin tout à l'heure, de la bande dessinée, mais est-ce que la littérature aussi a... De toute cette culture, sachant que la culture, pour moi, ça ne tient pas à Racine et Corneille, que je connais assez bien. Le cinéma a été très important pour moi, mais parce que quand j'avais 7, 8, 9 ans, j'allais au cinéma tout seul déjà à Toulouse, dans certaines salles. 2, je voyais les films noirs et blancs que pouvait passer le patronage. Et vous absorbez comme une bête de façon très désordonnée. Alors, je suis désolé, je vous renvoie à votre âge, Jean, mais vous étiez soumis aussi à moins d'images, peut-être, puisqu'aujourd'hui, il y a une avalanche d'images qui nous tombe dessus. Donc, elle s'imprégnait peut-être mieux. Presque autant dans le désordre, mais avec le temps de l'imprimer en soi. C'est même pas de l'imprimer, d'en faire partie. Les films de science-fiction, les films d'anticipation, les films de nature. C'est un corpus d'images aussi que vous intégrez en noir et blanc, que ce soit de la photographie ou du cinéma. Sauf que le cinémascope arrive, avec les grands films, style Ben-Hur, Les 10 Commandements, La Tunique. On est dans les années fin 50, début 60, j'ai 9 ans, 10 ans, 11 ans. Les premiers films de sous-marins. Alors ça, c'est capital même. Ça, vous y reviendrez vous-même par la suite. Ben bien sûr, mais j'ai jamais lâché. Les gars, quand ils m'ont vu arriver, l'amiral Darbonneau, qui était le patron des forces nucléaires sous-marines, il était bleu, il avait le même âge que moi. Je lui ai dit, écoutez, j'ai été formé à Hollywood, il y a un petit truc, c'est un petit truc, c'est que je suis pas sûr que ça soit aussi intéressant dans vos sous-marins. Là, c'était de la provocation un peu d'étudiant, mais on a joué le jeu ensemble très très bien là-dessus. La littérature a été vraiment importante, mais ça commence bêtement avec un livre comme Flosco, 3 étoiles filantes. La découverte pour un jeune enfant, on est quasiment au 19e, façon sans famille, découvre qu'il y a des lutins tout autour de lui, dans le feu, dans l'eau, tout ce panthéisme formidable. Et il découvre aussi un rapport à l'argent et au pouvoir, etc. Un très très beau livre. Et toute cette nourriture artistique que vous avez culturelle, que vous avez emmagasinée en étant enfant, elle ressurgit après avec le temps. Je l'ai toujours su, ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je fais un stage, je dis aux gens, mais attendez, sachez un peu qui vous êtes. D'où ça vient, vos histoires. Si c'est seulement pour paraître en tant que photographe socialement, pour dire je suis ceci, je suis cela, vous êtes mal barré, les gars. Par contre, si vous êtes sincère, avec toutes les difficultés que ça peut apporter, si vous allez faire le mineur en vous, voir de quoi il s'agit, et si au fort de ce que vous avez, ce qui ressort très fort, violemment en vous et qui surgit constamment dans les images que vous recevez, vous ne prenez pas, et ça, si vous le mettez ensemble avec les rencontres que vous faites, et si vous partagez aussi ce qui peut se passer avec la personne que vous avez en face de vous, mais c'est merveilleux, c'est le vrai terreau, pour moi, c'est la vraie photo. Le type de photo que je fais, c'est pas une photo de reportage, c'est pas une photo sociale, c'est une photo entre soi-même et les autres. C'est le tout seul ensemble. C'est-à-dire, va découvrir tout seul ton truc, va découvrir les autres, fort de ça, et la modestie d'aller voir aussi comment fonctionnent les autres. Et là, au fait des cultures, c'est ça que m'a donné Magnum, en fait, ou Gamma. Timide comme je me suis retrouvé dans des sociétés, mais que je comprenais même pas. C'est comme ça que j'ai rencontré le cinéma de Jean Rouch aussi, qui tout d'un coup a été une véritable fusillade dans ma tête. Jean Rouch qui a, je crois, un rapport aussi avec Boucan. Parce que quand on s'est rencontrés, il a compris combien je brûlais, quoi. Et puis il a compris aussi la relative pureté d'un film de ce genre-là. C'est complètement branquignol, ce film. J'avais jamais porté de caméra sur l'épaule. Je savais me piloter avec un appareil photo, approcher les gens à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, rentrer dans un milieu souplement en me faisant reconnaître, je cachais rien, mais en étant distant. C'est-à-dire ça, c'est quand même le truc du photographe.
Les gens vous sentent très vite, animalement. Moi, je les sens très vite, j'ai des antennes comme eux. C'est de l'intuition, tout ça. Et la photo marche beaucoup à l'intuition. C'est pour ça qu'au cinéma, on est plutôt bon. C'est parce qu'on sait déjà ce qui peut arriver. Vous êtes un accoucheur de vous-même et des choses qui viennent. Et vous ne les accouchez pas, les choses. C'est là que ça se passe. C'est pas le moment de gueuler comme un âne, hein, ou de dire faites ceci ou faites cela. Il n'y a pas de manipulation. Et pourtant, par votre présence et votre calme, les gens sentent un peu. Au cinéma, combien de fois je vois des gens qui avaient tendance, avec moi moins, à jouer à la télévision. Ils avaient vu à la télévision comment ce spectacle-là se faisait et ils le rejouaient inconsciemment. Je n'en veux pas de ça. Voilà, c'est tout. Bien sûr, vous voulez quelque chose de, je sais pas, de naturel, une je tranche veux que ça se passe bien entre nous. J'en profite aussi pour vous demander, vous parliez tout à l'heure de reportage, pourquoi ne vous êtes-vous pas plus inscrit dans une écriture typiquement journalistique, puisque vous êtes plus proche du documentaire que du journalisme? Parce que je ne suis pas journaliste, c'est clair. Et pourtant chez Magnum, c'est courant. Non, il y a beaucoup de gens comme moi là aussi. Qui font du documentaire. Parce qu'à un moment, le mot était pour arriver à être visible ou à pouvoir être publié dans les journaux, les magazines, etc. Ceci dit, les magazines et les journaux nous aimaient aussi pour cet aspect plus distant. Quelques-uns étaient fondamentalement des journalistes, mais pas que ça. On savait très bien que c'était mieux de partir en Birmanie ou au Bangladesh, en ce qui me concerne, à tel moment, plutôt qu'à un autre. On sent quand même quand l'espèce humaine, quand l'humanité arrive à un paroxysme. En ce moment, là, je peux vous dire, il y a ce qu'il faut là. Et vous, j'ai l'impression aussi que ce qui vous intéresse, c'est plus le temps long, alors que lorsqu'on est photojournaliste, à proprement parler, on est envoyé sur un terrain. On s'envoie. On s'envoie quand on peut s'envoyer, mais on le peut, il le faut. C'est d'ailleurs peut-être de plus en plus le cas aujourd'hui, puisque les agences disparaissent les unes après les autres. Très peu de support. Ou alors tellement bizarroïde ou tellement trop dirigé et pas assez pertinent dans un regard un peu pas lucide. Il n'y a pas le mot là pour ça. Alors on va revenir à l'exposition. Dans cette exposition, on voit que la mer a jalonné votre carrière depuis ses débuts, ici à Fécamp, mais aussi pendant plusieurs hivers consécutifs à bord de chalutiers, sur le remorqueur Flandre qui a tenté de sauver l'Erika en 1999, sur des plateformes pétrolières ou encore à bord de brise-glace lors de missions dans l'Arctique, jusqu'à l'immersion complète dans des sous-marins nucléaires. À quel moment avez-vous compris que le monde maritime devenait plus qu'un sujet parmi d'autres, presque un territoire à part entière dans votre travail? 2 ans après, à l'âge de 7 ans, je vais à la pêche dans les torrents, dans les rivières, dans la mer. Enfin, en mer, toujours sur le rivage en général. J'aime pas partir en bateau pour pêcher, moi. Je suis plutôt un gars de la côte. Deuxième entrée, je pars du fait que je suis attiré par l'eau, effectivement, qu'elle soit douce ou qu'elle soit salée, et je m'en vais sur les chalutiers. Mais au moment où je pars sur les chalutiers, c'est pas du tout un sujet à la mode, pas un sujet, je veux dire, El Niño n'est pas arrivé, c'est-à-dire les premières grandes tempêtes sont pas arrivées. C'est super important ça. Mais moi, ça faisait déjà 2-3 fois que j'étais parti en mer. Dans les rédactions, ils trouvaient ça plutôt bien. C'était un sujet de photoclub, si on veut. Sauf que je l'avais poussé un peu haut quand même, le sujet de photoclub déjà, puisque je m'y engageais pendant 3, 4, 5 semaines. Et puis je revenais avec des images où je partais dans la baston, quoi, dans le... Tout ça parce que j'étais constitué des images romantiques des revues du 19e. Des gravures qui amplifient tout. De ce genre de choses. Et puis j'avais vu quand même des choses, la lecture là aussi, et puis dans le cinéma, j'avais vu aussi des films qui m'avaient épaté, qui m'avaient constitué. Et je suis allé les retrouver là-bas. Au même moment, j'allais dans les hôpitaux à Berck. Oui. Et je me suis rendu compte à la fin de ce travail, au bout de 7 ans, qu'à chaque fois que je partais en mer, j'étais dans un hôpital redoutable à Berck, où il y avait tous les gens qui étaient totalement alignés. Et je pense que c'était aussi un moment... Vous aviez besoin de vous ressourcer, profondément. Donc c'était une échappée mer. Une échappée mer, et puis à bord aussi, ça gamberge. Je veux dire, même les gars qui sont à bord, ça gamberge sec. Et ça gamberge de façon assez positive. Est-ce que ça philosophe en mer ? Les gars, non, mais en fait, oui, c'est comme la culture. On n'a pas besoin d'en... Si vous pensez à, les vieux marins-pêcheurs qui se disent « c'est peut-être la dernière marée que je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Si vous appelez ça de la philosophie, alors ça en est. Alors, vous l'évoquiez juste à l'instant, quand vous disiez que les conditions, parfois, sur ces chalutiers sont difficiles. Comment travaille-t-on quand on ne photographie plus seulement la mer, mais que l'on fait aussi corps avec elle? Parce que dans certaines de vos photos, on comprend que ça tabasse, si je puis dire. Oui, je cherchais ça.
La tempête fond sur le bateau, il y a de la houle, il y a de l'écume. Alors, est-ce que c'est un traitement peut-être photographiquement aussi dramatique qui fait ressortir ça, ou est-ce que c'est quand même assez proche du réel ? Bien souvent, surtout à bord de la baie Flandre, si vous êtes trop haut, vous aplatissez déjà ce qui se passe vraiment. Et en même temps, comme pour les phares d'ailleurs, le public l'imaginaire du public est complètement mythique, quoi. C'est trop violent. Quand je vois certaines bandes dessinées, je me dis ça arrive une fois tous les 10 ans ce que je vois là. C'est-à-dire ces gloires, des vagues énormes, des mouettes qui viennent vous attaquer dans les yeux, les gars qui ont toujours des gueules totalement révulsées, et tout. Ça va quoi, le cirque. À bord des bateaux, c'est un tout autre mouvement. Et si je suis au sein, c'est constitutif, je veux dire, je fais partie, je suis sur le terrain. Là, pour le coup, on pourrait dire je suis sur le marin, mais je fais partie de l'ensemble cosmique, là, de l'ensemble cosmologique. Je suis au milieu du monde. Mais comment travaille-t-on pour être concret et peut-être un peu prosaïque quand on a de l'écume sur son objectif, quand on a le mal de mer soi-même, comment est-ce qu'on arrive à réaliser des photos ? On commence par savoir de quoi il s'agit. On l'apprend très vite, et puis même ailleurs d'ailleurs, que ce soit dans un désert ou dans des histoires beaucoup plus dures entre deux fronts. L'esprit pratique, c'est-à-dire la technique, c'est dépassé. Il y a 3 paramètres. Le télémètre, enfin la distance, l'ouverture et la sensibilité du film. Et là, actuellement, c'est encore plus réduit, c'est-à-dire... en numérique. En numérique. Oui. Bien qu'on fait exploser toutes les possibilités, si jamais vous avez la main qui est là, si vous voulez une profondeur... Enfin, tout se programmerait avant. Pas du tout, c'est programmé dans votre tête. Pour échapper aux embruns et tout, vous prenez un sac poubelle, puis terminé. Petit ou gros, vous trouvez le trou devant l'optique, vous mettez du sparadrap ou un caoutchouc, etc. Dans votre poche, c'est ce que faisait Anita Conti, vous avez des chiffons secs. Et lorsque vous rentrez à nouveau à l'intérieur du bateau, après 2 heures par exemple sur le pont, vous le mettez à sécher. Non, c'est extrêmement pragmatique ce machin-là. Et ça n'est que ça le débrouille. Là, je racontais à des jeunes gens qui étaient là, je leur dis écoutez, là, mon matériel basique, je leur ai montré, c'était un rouleau de fil de fer assez souple, pour si un quart d'empête, pour si vous devez fixer un pied, et des lanières de caoutchouc issues de vessies de pneus. Mais il y avait aussi un autre problème quand vous partiez comme ça pour des campagnes sur des chalutiers qui duraient alors peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne sais pas. On est à l'époque de l'argentique, et donc vous n'aviez pas la possibilité de voir ce que vous photographiez. Donc est-ce que vous avez eu des déboires comme ça en revenant d'une campagne en vous disant je dois jeter la moitié de ce que j'ai fait parce que c'est mauvais, quoi. Il y a l'anxiété de l'acteur parce qu'on ne voit pas le retour. Oui. On n'envisageait même pas de le voir. Le numérique, je ne savais pas que ça allait arriver. Quand c'est arrivé, j'étais ravi. Il y a une photo en particulier en pleine tempête où tout d'un coup, la remontée d'huile d'enfance, j'ai eu devant moi le bateau de l'Étoile Mystérieuse. Putain, dans la tempête, je vois un bateau tout noir qui venait chercher du ravitaillement chez nous. Du ravitaillement, oui, je le vois. C'est celui qui est effectivement, qui est en face de moi. Je moi. vous jure, là, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Là, j'ai fait un bond dans le temps, il y a 40 ans. En plus, quand j'avais lu cette histoire-là, je l'avais lu Prat communal, 900 mètres d'altitude, au-dessus de Sorat, en plein dans l'Ariège. Et à ce moment-là, je pensais à Fécamp, parce qu'en géographie, on nous racontait que le port de Fécamp était le premier port morutier. Je l'avais appris quelques semaines, ou disons 1 ou 2 mois avant. Et quand je vois ce livre... La grande époque des chalutiers. Oui. Et c'était la même couleur. Fécamp, que je n'ai envisagé que des dizaines d'années après, je l'avais déjà envisagé par sa couleur, telle que c'était là. Et c'est pas du flanc ce que je raconte. Et ce bateau, quand je l'ai vu arriver, c'était en pleine nuit, on savait qu'il allait arriver, ça bastonnait de partout. Ce qui ne se voit pas tellement d'ailleurs sur la photo. Avec cette lumière assez forte qu'on a face à nous, c'est presque un éclairage de cinéma. Parce que c'est jamais réel, parce que le cinéma... bref. Et je suis avec de la 3200 ASA, pour ceux que ça intéresse, la Timax Z, on n'est jamais trop sûr du truc, mais je savais la manipuler quand même. J'avais confiance en moi, mais je me disais, c'est au retour, dans 3 semaines que je verrai le résultat. Mais il y a plein d'autres photos que j'ai vues avec des vagues. Mais le sentiment du fluide, du plus jamais, t'habite complètement. Tu te dis, si j'ai loupé ça, je le verrai jamais plus. Ça m'est insupportable, dans le cinéma, comme dans le son, comme dans la photo. Il y a à la fois cette angoisse de savoir si on a pris de bonnes photos et cette surprise aussi de voir révéler 4 ou 5 semaines après l'image qu'on a pris précédemment, quoi. C'est un apaisement. Il y a celles qui sont loupées, mais il y a mieux que ça. Il y a celles que vous avez faites et pas vues. Oui. Ou presque pas vues. Ça arrive très souvent, ça. Et ça m'est arrivé même dans des histoires politiques, avec, je me rappelle,
au Portugal avec Mario Soares. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et tous les photographes vous parleront de ça. La photo vue mais pas faite. Oui, ça c'est l'horreur. Ça, et la photo faite mais pas vue. Mais ça, quelle merveille. Ça, c'est le bonheur. Oui, c'est pas le bonheur, c'est merci. Et c'est pas par hasard qu'elle arrive aussi. C'est parce que, mine de rien, il y a tout votre inconscient qui travaille comme un fou. Et ça, il faut en tenir compte énormément. Et c'est pourquoi l'arrivée des choses très anciennes qui vous reviennent, à ce moment-là, si vous n'êtes pas prêt à l'accueillir, il faut être prêt à accueillir. Et là, c'est vraiment l'expérience, quoi. Alors, on en vient à une idée que vous avez évoquée tout à l'heure. Lorsque vous parlez de prendre une photo, vous dites que prendre une photo, c'est comme pêcher ou écrire, c'est sortir de l'eau, de l'inconnu qui résiste et refuse de venir à la lumière. Je crois que vous nous avez expliqué quand même globalement comment on se rend disponible face à cette absence, à cette résistance. Vous ne savez pas bien ce qui va sortir. Et en écriture, quand vous êtes honnête en écriture, si vous façonnez pas trop la fiction, si vous scénarisez pas trop votre imaginaire, si vous vous laissez aller emporter un peu, mais de façon disciplinée aussi, là, c'est important. Et là, il faut être assez habile et agile et virtuose avec ses doigts et les 3 manettes qu'on a. C'est bête comme chou. Alors sur les chalutiers et plus globalement sur les sujets que vous avez traités autour de la mer n'apparaît plus forcément comme un espace de liberté, mais c'est aussi un milieu constitué de communautés avec ses huis clos. Est-ce que cet enfermement, il entre en résonance avec les sujets que vous avez menés sur les hôpitaux que j'évoquais en introduction ou sur les prisons dans les années 70 ? Est-ce que justement cette huile de vos premiers travaux, elle remonte jusqu'à votre travail sur la mer, les chalutiers, les sous-marins dont vous nous parliez à l'instant ? Dans les huis clos, j'ai appris au fur et à mesure que c'était constitutif chez moi. Et ça vient de bien avant d'ailleurs. Quand on va à la pêche, c'est très très privé une histoire d'aller à la pêche. On n'y va pas avec n'importe quel copain. Bien souvent on y est seul. Mais quand même, il y a toujours un copain, il n'y a pas besoin de parler et tout. Et les premiers huis clos que j'ai faits, c'est aussi la timidité. C'est-à-dire j'aime bien aussi savoir avec qui je suis et dans quel milieu je suis. J'ai pas une très grande mémoire, c'est-à-dire les grandes villes, ça me fout la trouille, moi. Vous êtes quand même un peu un handicapé en tant que photographe. D'ailleurs, tous les artistes, c'est tous des handicapés qui ont des béquilles. Et les béquilles, c'est notre bazar. Je dis même plus fort, ce sont tous des névrosés. Mais sauf ceux qui sont un peu chefs d'entreprise, ils arrivent là aussi à avoir une 3e béquille. C'est pas mon cas. Et le huis clos, j'arrive à comprendre comment j'arrive à progresser dedans. Est-ce que c'est la familiarité avec les gens qui vous entourent ? Parce que, en fait, ce huis clos, vous le poursuivez sur le long cours. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une forme au moins de proximité qui s'instaure avec eux ? Vous les connaissez ? Je sais ceux qui ont du mal avec moi et que ça peut s'améliorer. Je sais les liens qu'on peut lancer, qu'ils lancent ou qu'ils ne lancent pas ou qu'on ne lance pas. Enfin, on sait qui est qui. Dans les hôpitaux, c'est fabuleux pour ça. Tu as 20 ans ou 22 ans, tu découvres la mort, la souffrance, la responsabilité des médecins qui eux-mêmes ont quand même des problèmes de perception de l'univers dans lequel ils peuvent le dénier, enfin ceci, cela. Comme moi d'ailleurs, je me réfugie derrière l'appareil photo quelque part. Dans les prisons, c'était les premières fois, à savoir aussi, j'étais tout môme, c'était les premières fois que dans les hôpitaux et les prisons, il y avait un gars qui s'amenait avec un appareil photo. Je vous disais avant cet entretien d'ailleurs que j'étais très surpris parce que les quelques images que j'ai pu voir, que vous avez réalisées dans le milieu pénitentiaire, en fait on voit bien les visages des détenus, en fait on sent qu'il y a une alchimie, je ne sais pas comment dire, qui s'instaure entre vous. En tout cas vous êtes accepté en tant que photographe. Des choix électifs, tous ne m'acceptaient pas. Oui, mais en tout cas les photos que l'on voit, c'est des visages qui se donnent. Aujourd'hui je crois que l'administration pénitentiaire interdit formellement à ce qu'on reconnaisse les détenus, donc vos photos elles sont de ce point de vue-là aussi exceptionnel. Parce qu'il y avait une loyauté et les gens au ministère, je suis allé tout seul à un moment au ministère de la Justice, moi qui arrivais à ce moment-là de Octeville-sur-Mer. Mais j'avais eu la chance à Paris-Normandie de temps en temps de rencontrer Le Canuet, qui est devenu ministre de la Justice, et je l'ai provoqué à un moment public. Danny Lyon, un Américain, venait de faire une série formidable sur les prisons aux USA. Et à ce moment-là, ce vent d'ouverture à la presse était là. Ça, je l'avais senti instinctivement, et puis même c'était visible. Et j'avais un peu provoqué en me disant, mais si je venais, moi, vous voir au ministère de la Justice, est-ce qu'on pourrait parler du fait que je puisse aller faire des photos dans les prisons ? Parce que je sais pas qu'il m'aimait bien, mais il voyait que j'étais pas un méchant. Tu parles, t'as un môme de 25 ans, 26 ans. Et il dit, venez me voir la semaine prochaine.
Là, pas trop bête, j'ai quand même parlé à un avocat avant. Ensuite, on a vu les responsables directs des prisons et je leur ai dit, écoutez, on fait ce qui serait viable pour faire quelque chose qui soit honnête et loyal par rapport à ça. Je propose, comme je le... au moins pour ce sujet, je ne le fais pas normalement. Les prisonniers verront leurs photos sur les planches contact. Je verrai de moi-même, et puis même les directeurs de prison verront qui sont les cas, les machins, etc. Et puis de toute façon, je vais avoir du rejet. J'en ai eu, bien sûr. Mais cette attitude-là, de relative honnêteté, j'étais pas un paparazzi, c'était évident. Je pense que le rapport aussi à l'appareil photo, entre ces années 70 et aujourd'hui les années 2020, a terriblement changé. Ben, j'ai jamais eu trop de problèmes en ce qui me concerne. J'ai toujours un œil sur les gens, c'est-à-dire je les regarde et je réagis quand ils me disent quelque chose. Mon visage est assez parlant. Les gens se disent, bon, c'est un emmerdeur, non, il n'a pas l'air méchant, non, oui, je peux le manipuler, oui, enfin tout ça. Et puis j'ai conscience, il faut être acteur aussi un petit peu quand on est photographe, et plus qu'un petit peu, il faut être acteur. Et bien conscient. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ben, tout d'un coup, il faut non pas surjouer, mais laisser filer laisser assez transparent qui vous êtes, tout en faisant pas trop. C'est-à-dire, il faut un peu de discipline dans la relâche. Si vous n'êtes pas trop transparent, c'est pas bon, les gens se méfient, forcément. En plus, vous faites un truc silencieusement. Les caméras et les équipes de télévision, à 2 ou 3, qu'elles soient régionales ou nationales, ils viennent, c'est tellement évident que les gens jouent à la télévision. Et d'ailleurs, ils jouent le rôle. Un photographe, comment ça se contrôle, ce machin-là ? On voit même pas le résultat. On ne sait pas ce qu'il en fait. C'est les journaux. Pour qui fait ça ? Est-ce que c'est pour Playboy ? Là, le genre de question. J'ai toujours vu en Iran, ou avec qui j'ai travaillé longtemps, pendant 7-8 ans, les gens avaient vite pigé ça. Parce que c'est un peuple collectivement vraiment très intelligent. Et puis, je ne jouais pas les matamors. Je disais, écoutez, j'aimerais bien pouvoir aller là. Mais monsieur Gomis, faites ça. J'ai dit, non, attendez, vous ne devez pas me refaire le cirque des rédactions parisiennes qui me disent, ça serait bien si tu faisais ça. Je lui dis, j'arrive. Moi, je suis juste le go-between. T'étais le passeur, et en fonction de ta subjectivité. Et au bout d'un moment, vous parlez de transparence, vous dites que vous vous rendez visible, mais dans une certaine mesure aussi, on vous oublie. Curieusement, non. Il y a aussi peut-être un paradoxe, c'est que les gens ne sont pas là pour poser, c'est des gens qui sont au travail, donc voilà, c'est des gens qui sont occupés. Parfois dans des temps morts aussi. Mais vous faites partie, non pas du décor, mais vous faites partie des familiers. Et comment se familiariser en 24 heures, 48 heures ? En vous montrant vos faiblesses, en montrant vos forces, en montrant votre intérêt aux gens. Mais c'est évident que je m'intéresse vraiment à ce qu'ils font, quoi. Dans les usines, sur les bateaux, dans la rue. Il faut percevoir l'ambiance sociale du moment, du pays et tout. C'est là où il faut être un peu acteur. Et avoir des antennes. Et avoir une intuition du feu de Dieu. Alors on va revenir à la pêche. Votre amour pour la pêche, il s'exprime jusque dans le détail de votre tenue d'académicien, puisque ce n'est pas la traditionnelle épée que vous portez à la ceinture, mais la reproduction en 3D d'une palette pisciforme du Paléolithique. Est-ce que votre mission d'académicien, vous l'envisagez comme telle, une sorte de synthèse entre patrimoine et nouvelles technologies, entre continuité et rupture ? C'est exactement ça, c'est une passerelle. Et même l'épée dont vous parlez, c'est une passerelle entre moins 15 000 ans et actuellement. Un gars, il y a 15 000 ans... Alors, faut expliquer un peu. Elle vous a été remise par... Elle a été remise par Yves Coppens. Mais ça, c'est ensuite, parce que je la voulais, cette palette. Au moins, sa reproduction de l'époque était au Muséum d'histoire naturelle de Saint-Germain. Elle m'a été remise en grande partie grâce à Yves Coppens, parce que bien sûr, là, c'est quand même... Mais moi, c'était une occasion aussi pour faire connaissance avec lui, qui a été formidable, parce que il peut être utilant. Qui admet d'ailleurs, en fait, on le voit lors de la remise solennelle, qui vous connaît pas beaucoup. Non, il ne me connaît pas. On s'est connus il y a 2 mois avant. Mais on s'est connus beaucoup après, parce que j'avais commencé un film avec lui. Mais il est mort entre-temps, sur la grotte Chauvet. Et ça a été important, tout ça. Bien sûr. Et puis moi, tout ça me passionne. Et donc cette palette pisciforme, spatule, pardon. Dessus est gravé un saumon, bécard, un mâle, qui doit faire 8 cm. Le gars avait taillé l'os de renne. Il en avait fait déjà un poisson. C'est comme une lame recourbée avec une queue de poisson. Elle est toute petite. Elle est toute petite, ça fait 15-16 cm, rien du tout. Alors d'abord, ça me plaisait bien à l'académie, où on se retrouvait avec des épées très glorieuses, très ambitieuses et tout. Petit comme je suis, 1m65, je me disais, attends, avec ce machin-là, moi, c'est simplé avec une épée, quoi. Il m'aurait fallu une dague, disons. Puis en même temps, non. Et puis ça liait aussi la photo. Parce que c'est quand même quasiment une photo qu'il a fait, le gars, il y a 15 000 ans. Il voulait retenir un objet, un moment ou au moins une chose qui le fascinait, ce poisson. Peut-être pas fasciné, mais qui était vital pour lui. Pour la bouffe, pour le comportement des poissons dans la rivière, il y avait une observation directe.
Et je me dis, c'est une formidable photo, ce machin-là, et je veux le faire revenir à l'époque actuelle de l'espèce humaine, où la technologie permet de reproduire cette chose-là, comme une photo, d'une façon diaboliquement précise. Ce sont les fours 3D et tout. Tout de suite, je ne l'ai pas encore fait, mais je sais que ça va se faire sous peu, parce que les technologies, même là en ce moment, sont en train de se changer, en particulier les matériaux. Ça coûte une blinde, même si on a l'académie, à 200 € par présence, ou un peu moins, parce que les gens aussi pensent qu'on est gavés. Oui, sous les ordres de la République. Mais quelle erreur. D'abord, c'est pas sous les ordres de la République. On s'autofinance merveilleusement. L'État a assez peu de choses à avoir, mais financièrement, il n'y a pas d'aide. On se débrouille tout seul, on a les moyens de... Et je trouve ça formidable. J'en suis président cette année de l'Académie au moins des Beaux-Arts. Puisque c'est une présidence tournante. Oui, tournante, un peu comme un Magnum, etc. On l'a fait, on peut y le répéter plusieurs fois. Il y a une vice-présidence, une présidence. Mais mine de rien, c'est vraiment une responsabilité, cette chose-là. Donc en fait, cette fonction d'académicien, elle est très active. Vous l'envisagez comme telle. Il y a des personnes qui sont dedans, qui sont formidables là-dessus. J'ai toujours aimé les collégiales. Magnum, c'était ça. L'individu, avec ses forces, ses faiblesses, etc., reconnu par les autres, pas planqué aussi ses manques. Sinon, on fait des mensonges collectifs. Et je pousse à mort pour dire, attendez, il faut se faire connaître, vraiment. Communiquer. On y participe aujourd'hui. Merci. Alors, pour revenir à la mer, et cette fois à la question du paysage, je voulais vous demander également si, dans l'infini de l'océan, lorsqu'on est en pleine mer, il n'y a pas une forme d'abolition du paysage. Finalement, ce qui s'offre à nous, c'est ce qu'aurait pu voir un homme ou une femme il y a 5 ou 10 000 ans, s'il avait été positionné plus ou moins au même endroit, à la même heure, dans les mêmes circonstances atmosphériques. Et psychologiques. Et psychologiques, peut-être. Si tu chasses pour vivre et si tu te balades entouré, c'est pas la même chose. Mais on peut avoir des moments de contemplation. Ou de prise de conscience. C'est-à-dire tu es sur un monde fini, mais qui bouge énormément. Les falaises, ça bouge, les montagnes, ça bouge, la mer, ça bouge, les glaciers, ça bouge. Ça, j'en ai conscience. Mais on sait que c'est sur des siècles. C'était sur des siècles. J'ai vu des endroits, il n'y a pas d'humain qui soit passé là depuis 60, 80 ans ou un siècle et tout. Et j'en suis persuadé. Et les gens des petits patelins dans lesquels j'étais, on était à 2000 mètres ou à 1000 mètres, le savaient. Quand vous êtes sur le pont d'un chalutier découvert, les classiques, vous êtes au milieu du monde. Et vous êtes au milieu du désert aussi, quelque part. Au milieu du cosmos. Du cosmos, non, oui. Mais réellement, alors ça paraît très, très éloquent, très grandiose, mais c'est vraiment ça, la vache. On est dans une petite bulle. Une planète de 1 mètre de diamètre qui serait la Terre, la pellicule elle est d'1 millimètre. Donc finalement, le paysage nous remet aussi peut-être un peu à notre place. Exactement. D'être humain. Exactement, d'être humain, d'entité du paysage, parce qu'on en fait partie. Pour moi, il n'y a pas d'environnement. La première sortie en article que j'avais fait, il y avait vraiment les comités scientifiques très costauds, et à un moment, alors un peu naïvement, mais je leur explique, je leur dis, écoutez, moi je ne peux pas sentir le mot environnement. Ça veut dire qu'on est au centre, une fois de plus. Mais l'environnement, c'est nous. Alors ça, c'était il y a 30 ans. C'est une notion qui commence à venir. Je ne dis pas que j'étais précurseur, je l'ai peut-être lu, mais je crois pas. Qu'est-ce qu'il faut dire d'après vous ? Le mot n'existe pas encore ? Si, il doit exister, mais là tout de suite je ne le trouve pas, c'est du style, on fait partie. Et j'en ai vraiment totalement le sentiment. Et on est en train de l'apprendre tout doucement là en ce moment. Et donc finalement, vous continuez à conjuguer à la fois une écriture documentaire et une écriture qui est plus contemplative. Dans l'exposition qu'on voit, on voit que des photographies de paysages. C'était pour bien marquer le mouvement, comme vous l'avez senti d'ailleurs. Mais à côté de ça, on a fait une exposition à Rennes où il y avait à peu près 50 à 80 photos du travail que faisaient sur la glace les scientifiques. Et au même moment, les grandes photographies de paysages. Les deux vont ensemble. Alors Jean, on arrive à la fin de cet entretien et c'est aussi dans les tout prochains jours la fin de l'exposition. Oui. Mais il y a une séance de rattrapage car il existe un catalogue très complet édité chez Odyssée. Quelle a été votre implication dans cet ouvrage ? Quelle valeur constitue pour vous le livre photo, vous qui, à 2 reprises, avez été lauréat du prix Nadar ? Il y a 2 questions là. Il y a 2 questions. Le catalogue et les livres. Alors pour avez-vous le catalogue, été impliqué ? Non, bien totalement. C'est tellement impliquant qu'il y a à peu près toutes les photographies de l'exposition qui s'était passée à Paris. Oui, au musée de la Marine. Pas le nom, mais il y avait tout. Après, dans quelle mesure j'ai été impliqué sur le choix de toutes ces photographies-là ? Oui, mais en même temps, j'ai pas l'humilité, la simplicité de me dire, prends du recul, eux-mêmes
feront que tu vois un peu comment c'est vu par d'autres, avec les pôles d'intérêt que pouvait porter le musée de la Marine à ce moment-là, etc. Et c'est toujours important et intéressant d'avoir le retour. C'est pas un retour critique d'ailleurs, c'est un retour simple d'un curateur, d'un directeur d'exposition. Et ça, c'est très important. De temps en temps, je disais, là, je préférais ça ou ça. Ah, vous avez pris cet angle-là, très bien. Ça va bien dans l'ensemble, très bien. On a refait cette exposition à Fécamp. Vous êtes toujours dans un collectif. Finalement, vous êtes toujours dans le dialogue. Oui, voilà, bonne réaction. On a fait exactement la même chose avec le musée de Fécamp. Et là, d'une façon fantastiquement collégiale aussi. Vous avez fait un nouvel editing, vous avez resserré un petit peu. Avec l'intelligence collective, là aussi, de 4-5 personnes. Et là, le nouveau conservateur qui est là le sait, s'en rend compte, a sa façon d'être organisé lui-même par la culture qu'il a attrapée, par la formation qu'il a eue. C'était un gars de l'école des Chartes, etc. Dans les 2 expos, ça s'est très bien passé. Donc le livre, il est ce qu'il est, c'est un catalogue épais, entre catalogue et livre. Et ce qui m'impressionne, c'est les textes, la précision des légendes et le déroulé intelligent qui emmène du début de ces 50 ans jusqu'à la fin. On est allé au musée à Paris jusqu'à Cordouan, qui n'est pas fini. Oui, ça c'est une longue histoire. Un point dont on n'a pas parlé, c'est un phare que vous photographiez. Qui est en face de là où je suis né. Dans le sud-ouest, oui, à la sortie de la Gironde, le phare de Cordouan. C'est une histoire qui n'est pas finie. C'est difficile, parce que là aussi, on retraverse toutes les cartes postales possibles et imaginables, depuis Victor Hugo jusqu'à Bert Silva, jusqu'à les bandes dessinées, jusqu'à l'imaginaire forcené qu'il y a au travers des phares, on en a parlé un peu. Et pour s'échapper de ça et retrouver des échappées libres et pas novatrices, mais un éclairage qui soit un peu moins mythologique. Oui. Je vous jure... Et académique peut-être de l'image oui, qu'on pour a le du coup, phare. oui. Oui. Et je vous jure que c'est un des sujets les plus difficiles auxquels je sois confronté. Très bien. On va suivre cette aventure du phare de Cordouan dans vos prochaines images. Merci beaucoup Jean Gomis de nous avoir fait partager cette expérience bien au-delà de l'exposition océanique, presque une tranche de vie avec des petits carottages, comme vous nous l'avez dit en introduction. En tout cas, merci infiniment du temps que vous avez consacré à l'œil écoute. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie de m'avoir fait parler. Merci encore Jean. Merci de votre écoute. On se retrouve très vite pour un 50e épisode en images. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des messages et des étoiles sur vos plateformes préférées.